Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'accueillir Christopher Lapièce, aussi connu sous le nom de Chris. En tout cas, moi c'est comme ça qu'on m'a présenté à toi. Alors, en tout cas que Yannick nous a mis face à face l'un à l'autre et débrouillez-vous. Je sais pas comment C'est tu l'as vrai. ressenti, hein, mais c'était un peu ça. C'est du grand Yannick, hein. Voilà, tout à fait. Et donc, pour te situer un petit peu, mais je vais préférer que tu te présentes après, parce que tu as un parcours un peu atypique, où on te présente en tant que philosophe, tu es aussi fondateur du mouvement philosophique Le Banquet de la Connaissance, auteur du livre Guérir de l'impossible, coach en intelligence émotionnelle et business coach en neuromarketing. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là, parce que tu as beaucoup de Alors, techniques. moi, je suis pas du tout coach. Ça a Ok. été des grands trucs, mais enfin des grands trucs, des grandes problématiques que j'ai eues parce que moi, je suis pas du tout coach. Je sais pas pourquoi on m'a attribué ce titre-là. Donc non, j'ai eu une entreprise avec ma compagne. On avait une entreprise qui aidait les entrepreneurs sur tout ce qui était la vente, notamment grâce aux neurosciences, c'est-à-dire savoir ce qui se passait dans le cerveau des clients lorsqu'ils devaient prendre une décision. Donc ça, pour le coup, ça a été un passage de notre entreprise qu'aujourd'hui on ne fait plus du tout. Ça a été quand même il y a quelques temps maintenant, ça remonte à il y a quelques temps. Et j'ai jamais fait de coaching. J'ai fait de la thérapie. J'ai accompagné des gens en thérapie pendant des années, mais là, ça fait quand même 2 ans que je n'en fais plus, ouais. 2, 3 ans que j'en fais plus. Et aujourd'hui, du coup, sous quelle appellation tu préfères qu'on te reconnaisse? Ben, moi, je suis auteur, j'écris des bouquins, je travaille en maison d'édition. Je travaille avec la maison d'édition Très Daniel et aussi avec d'autres. J'écris des essais chez eux, donc je suis plutôt essayiste à ce niveau-là. Euh, Ça, c'est la première chose. Je travaille aussi avec eux dans une maison, c'est-à-dire que je dirige une édition de philo dans cette maison d'édition-là. Et, euh, et je fais de la philo. J'écris des essais de philosophie. Donc, moi, je me considère beaucoup comme Atopos. Un philosophe Atopos, je voulais pas être dans le développement personnel parce que je suis pas du tout dedans. Dans tout ce monde du coaching non plus, c'est pas du tout l'endroit dans lequel je me situe. Euh, donc Atopos parce que c'était le terme que Socrate utilisait lorsqu'il se présentait, pas lorsqu'il se présentait, mais surtout lorsqu'il était accusé au tribunal, pour notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Socrate, il a été accusé de détourner les jeunes de la cité de par les techniques qu'il utilisait justement pour poser des questions aux gens, cette maïotique socratique et d'autres. Et en fait, il se définissait comme étant atopos, c'est-à-dire insituable, qui n'a pas de place. Et c'est pour ça que moi, je me mets un petit peu dans cette définition-là aussi, dans le sens où je laisse les gens me définir comme ils ont envie de me définir. Donc, je suis assez light là-dessus, mais j'écris des bouquins, ça c'est vraiment ce que je fais au quotidien. J'édite des auteurs dans des maisons d'édition et j'ai écrit des essais. Voilà. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton mouvement philosophique, le banquet de la connaissance, parce que c'est quand même un gros truc finalement qui a pris de l'ampleur. Ouais, le banquet de la connaissance, c'est un mouvement que j'ai créé avec Mathias Leboeuf, qui est journaliste et docteur en philosophie, et ainsi que Lev Frankel, qui est professeur aux universités de Strasbourg, de philosophie aussi. Et on a créé des conférences en ligne pour rendre la philosophie accessible pour tout le monde, pour la faire vivre et pour montrer que c'est un outil pratique. Et ça, c'est un truc qu'on a ouvert ensemble, qu'on a fait. Donc, on organise tous les mois des conférences en ligne sur différents thèmes. Ça a été la connaissance de soi, ça a été la liberté, ça a été le bonheur, ça a été la joie, ça a été le désir. Voilà, de grands thèmes philosophiques pour pouvoir en savoir plus sur notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Et donc, c'était bien parce qu'on avait 3 différentes approches.
moi qui n'ai pas une approche universitaire, mais beaucoup plus littéraire. Eux qui ont eu des approches pour un de vraiment de docteur, donc qui rend quand même accessible. Donc il y avait encore une autre approche, une autre d'un professeur aux universités, donc c'est encore une autre approche. Et donc on avait trois thèmes différents sur chaque conférence. C'était super intéressant. C'est ce qu'on fait encore là en ce moment. J'organise des ateliers d'écriture. Je sais, je mets aussi avec de l'écriture, donc j'organise des ateliers d'écriture pour apprendre aux gens à développer leur créativité, à libérer pour certains ce qu'ils peuvent ressentir, leurs souvenirs, leurs ressentiments. Et je pense que l'écriture a ce pouvoir de mettre des mots sur des mots, et c'était vraiment ça le but. Donc c'est tout un complexe où on fait plein de choses à l'intérieur, tout aussi variées que passionnantes. Hmm. Et tu es beaucoup sur donc, le sujet de la philosophie, comme tu nous Mm. l'as dit. Et pour autant, tu as quand même un parcours autodidacte et tu n'es pas sur un parcours traditionnel, on va dire. Ouais, complètement. J'ai pas du tout un parcours académique, je n'ai pas fait du tout d'études et je pense que j'ai cette chance de ne pas en avoir fait. Alors, je dis pas vraiment chance dans le terme il vaut mieux ne pas en faire, ou bien au contraire, je pense qu'il faut en faire. Mais j'ai cette chance parce que du coup, ça me permet de pas rentrer dans la case universitaire. C'est pas forcément quelque chose que je désire. Je connais bien ce milieu parce que ben je me suis quand même beaucoup formé avec des professeurs, des docteurs. Donc il y a eu quand même un travail académique qui a été fait, mais pas dans un cercle académique. C'est surtout ça. Et ça a été bien parce que ça m'a permis de moi plutôt me diriger à travers ce que je voulais faire, c'est-à-dire ce que j'aimais dans la philosophie, ce que j'aimais pas pour pouvoir en apprendre plus aussi à l'intérieur. Donc il y a eu cette grande diversité où j'ai été vachement bien accompagné par de nombreux philosophes qui m'ont énormément aidé. Mais je ne suis pas rentré dans un cadre universitaire. Ce qui fait que il y a des choses que je ne sais absolument pas faire et que je suis incapable de faire dans le terme académique. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels, du coup, qu'on sait la vulgarisation de certains concepts, qu'on sait expliquer des choses très complexes de manière simple, de pouvoir amener une touche littéraire, parce que moi je suis quelqu'un de très littéraire, donc de pouvoir amener une touche littéraire dans mes écrits, de ne pas rester uniquement sur de l'analyse philosophique. Voilà, le but c'est de la faire vivre, cette philo. Moi, c'était plutôt mon objectif. Et j'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose de très élitiste, très complexe et de dire, voilà, en gros, jouer le rôle du philosophe en disant des mots très compliqués pour dire quelque chose de très simple. C'était pas vraiment mon univers. Mais il a fallu quand même que je m'y rapproche. J'aime, à vrai dire, tout ce qui touche à. Je m'intéresse aussi énormément aux neurosciences. Je travaille là notamment Je sors une thèse pour l'année prochaine, expérimentale sur de la philo d'ailleurs. Euh, pour septembre de l'année prochaine, où je travaille avec des laboratoires en neurosciences, avec qui on fait des recherches. Je travaille avec des docteurs, des professeurs. Je travaille aussi avec des chercheurs en psychanalyse. Donc voilà, je suis vraiment sur différents domaines et je me cramponne pas uniquement à de la philo, quand même c'est mon domaine de prédilection, mais je m'intéresse aussi énormément aux sciences et tout ce qui touche en tout cas à l'esprit humain. Alors c'est marrant parce que la prochaine question, c'était pourquoi la philosophie, mais je vais aller plus loin du coup. Pourquoi tout ce concept autour de l'humain? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te drive? Moi, c'est vraiment la passion. Je suis quelqu'un de très obsessif, c'est-à-dire que j'ai mes névroses et je suis vachement passionné pour savoir comment fonctionne l'esprit humain, non pas dans comment moi je fonctionne, mais plutôt dans notre relation au monde, notre relation aux choses, notre relation aux autres. Et c'est vraiment ce comportement qu'on a de fuite, de comportement de fuite, de comportement de reconnaissance, de comportement de ne pas voir ce qu'on a sous les yeux et de penser que c'est autre chose et vice-versa. Euh, c'est tout notre rapport aux autres et toute notre confrontation au monde qui me passionne profondément parce qu'on a des comportements qui sont très paradoxaux, qui moi me passionnent et c'est ce monde-là qui me plaît vraiment profondément. C'est vraiment une passion pour le coup. Donc j'ai pas un moteur qui me drive dans le sens où j'ai pas un objectif final, quand même. Je prends un plaisir dingue à écrire des livres, à écrire. Là, je suis sur l'écriture d'un roman aussi, donc tu vois, je fais aussi du roman. Je prends vraiment un plaisir dingue à ça parce que ça me permet de rentrer dans des rôles, dans des personnages, dans de l'analyse vraiment profonde, faire des recherches pendant des années, c'est des trucs que j'aime. Mais j'ai pas un objectif concret de me dire que je vais révolutionner le monde ou que je vais changer. J'ai plutôt dans, je le fais vraiment parce que je suis profondément passionné par ça. Hmm. Et tout à l'heure, tu disais aussi, au sujet de la philosophie, par contre, c'était de rendre l'outil accessible et en faire un outil du quotidien. Je crois que c'était mot, Ouais. peut-être pas mot pour mot, mais en tout cas, c'est ce que tu as voulu transmettre. Et qu'est-ce que tu entends par faire un outil du quotidien de la philosophie? Parce que c'est peu orthodoxe quelque part par rapport à la façon dont on a été formé. Enfin, je sais pas exactement si c'est le bon terme, mais
c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, bien qu'aujourd'hui on essaye de l'introduire plus tôt dans l'éducation. Bah, tu sais, tous les enfants sont philosophes entre 7 et 10 ans quand ils se posent des questions de pourquoi l'herbe est verte, pourquoi le ciel est bleu, qu'est-ce que la prise de conscience de la mort, pourquoi est-ce qu'on meurt, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ça, c'est des questions plus ou moins métaphysiques, mais qui sont des questions philosophiques. Et nous, puisqu'on n'a pas forcément les réponses à ces questions, ben, on bride un peu l'enfant dans cette capacité de réfléchir sur des choses qui sont évidentes. Et je pense que la philosophie a ce pouvoir de nous renseigner sur nous-mêmes et aussi de douter des évidences et d'essayer de comprendre que parfois on a des comportements ou des reflets qu'on va avoir sur le monde ou des images qui sont pas en adéquation forcément avec ce qu'on peut penser, ce qu'on peut être, ce qu'on a envie d'être ou autre. Et je pense que la philosophie a vraiment ce pouvoir-là de justement de nous renseigner, de nous montrer ce qu'on voit tous les jours. Et de nous le montrer d'une manière bien différente, dans le sens où il y a une analyse, il y a une compréhension, et que elle n'est pas là pour nous donner des clés magiques, elle est là pour nous apprendre à penser. Et je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que on peut avoir plein de clés magiques qu'on nous donne beaucoup dans le développement personnel en nous disant si tu fais ça, tu vas voir, tu vas arriver à ça. Si tu penses positif, tu vas voir, ta vie elle va être mieux. Si je sais pas moi, tu travailles 50 heures, je sais pas, si tu travailles 50 heures tous les 3 4 jours, tu vas gagner tant fois plus d'argent. Ça, c'est vraiment des informations qu'on donne, mais ça marche pas pour tout le monde et ça marche que pendant un certain temps. Et la philosophie nous permet de pouvoir nous poser des questions sans forcément avoir de réponse, mais de trouver nos propres réponses. Ce qui fait que lorsqu'on est confronté à différents problèmes, eh ben, vu qu'on a cette aptitude à savoir penser par et contre soi-même, mais ça nous permet de pouvoir voir la chose de manière complètement différente. De ne plus chercher qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais de chercher à comprendre ce qui se passe pour que je trouve moi ce qu'il faut que je fasse. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais des paradoxes aussi qu'on peut avoir dans nos comportements, j'imagine, entre ce qu'on désire, ce qu'on fait, la réalité, les peurs qu'on peut avoir. On a peur de quelque chose, mais en fait, on est déjà en train de vivre cette peur. J'ai même eu l'image, tu sais, un petit peu. Donc moi, je suis de carrière infirmière de base. Donc moi, je suis profondément passionnée par le fonctionnement du corps humain et puis aussi de comment après, au niveau de la psyché, ça s'est installé. Mais ce qui me passionnait à un moment donné, quand je faisais ma formation, c'était la façon dont le corps humain, l'intelligence du corps humain. Je trouvais ça exceptionnel, une machinerie magique presque. Et finalement, quand tu as un corps étranger qui rentre dans ton corps, tu as tout un mécanisme de système immunitaire et de défense qui vont venir. Et quand tu parlais de paradoxe, eh ben, je pensais au principe des allergies qui finalement, c'est se battre contre un corps étranger qui n'est pas véritablement dangereux. Et est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu parles de paradoxe? Alors oui, mais là on est plutôt sur un aspect biologique, on va dire en quelque sorte. Oui, oui. Euh, Là, oui, oui, pour le coup plutôt psychique. Oui, en fait, c'est tous ces paradoxes de se dire que, tiens, par exemple, on dit souvent qu'une personne riche est souvent plus riche qu'un pauvre. Forcément, on dit vu qu'il est riche, il est plus riche qu'un pauvre. Mais un paradoxe épicurien pourrait très bien nous dire que, ben, un homme riche qui désire ce qu'il n'a pas sera toujours plus pauvre qu'un homme pauvre qui désire toujours ce qu'il a, parce que lui sera plus riche du fait qu'il ne désire pas autre chose que ce qu'il a. Et donc ça, c'est un grand paradoxe, c'est que l'homme riche est moins riche du simple fait qu'il ne se contente jamais de ce qu'il a, là où l'homme pauvre est plus riche, dans le sens où il se contente de ce qu'il a. Et donc du coup, n'a besoin de rien d'autre. Donc ça, c'est ce genre de paradoxe-là qui peuvent être intéressants, ou encore bien d'autres sur notre rapport au monde, par exemple. Combien de fois nous essayons de fuir la réalité parce qu'elle est indésirable, parce qu'elle ne correspond pas à nos désirs, et que l'acte même de le fuir, ben, nous fait le créer. Par exemple, on peut se dire, je vais pas aller à cette soirée parce que il y a une personne que j'ai pas envie de voir, je l'aime pas du tout, ça me saoule, je sais qu'elle va y être, et j'ai pas du tout envie de la voir. Du coup, ben je m'en vais ailleurs. Et le fait d'aller ailleurs me fait rencontrer cette personne-là. Je me dis, mais si j'avais su, j'aurais été à cette soirée, parce que comme ça, au moins, j'aurais pas rencontré la personne que du coup, puisque je n'y suis pas allé, je l'ai rencontrée. Et parfois, on a souvent ce genre de comportement-là. C'est un peu le complexe d'Oedipe, mais de manière très oedipien roi, non pas freudien. Le complexe d'Oedipe, de se dire, ben, j'ai une prophétie. La prophétie, c'est que Oedipe va tuer ses parents et enfin, tuer son père et se marier avec sa mère. Donc, du coup, quitte son père et sa mère et va dans un autre endroit. Et en fait, l'acte même d'y aller fait qu'il rencontre son père, le tue et se marie avec sa mère parce qu'il ne savait pas que les parents qu'il pensait être ses parents étaient en fait des parents qui n'étaient pas biologiques, mais des parents qui étaient adoptifs. Et donc, ce comportement-là, on le retrouve énormément dans la réalité.
que ce soit notamment avec l'infidélité, que ce soit dans les aspects tragiques du monde. Et constamment, on est amené à fuir. C'est tout le thème de mon prochain livre, hein. C'est constamment, on est amené à fuir le réel. Alors, je différencie bien le réel et la réalité. Le réel, c'est vraiment ce qui existe indépendamment de notre perception. C'est ce qui se présente à nous. La réalité sera plutôt une construction psychique, une fiction de ce qu'on fait, de ce qui arrive. Une C'est plutôt interprétation. voilà, une suite d'interprétations, de représentations de choses, et on en crée une histoire, et ça sera plutôt notre monde dans le monde. Le monde dans lequel nous sommes confrontés, enfin, qui se confronte à nous, c'est le réel. La réalité, c'est notre monde face à celui-ci. Et il y a une dissonance qui se fait entre les deux lorsque l'histoire qui se propose à nous n'est pas en adéquation avec l'histoire qu'on se raconte. Mm. Et c'est ce comportement-là qui est intéressant parce que qui nous amène à avoir un aspect de fuite, des souffrances intenses, des joies illusoires, et donc, euh, et donc c'est assez complexe. Ouais, j'allais même te lancer dans un de ses livres, L'acceptation profonde de Jeff Foster, je sais pas si tu le connais. À Non, un moment donné, dans son livre, en fait, il dit que ce que l'on désire, c'est ce que l'on fuit. On désire être plus riche parce qu'on n'accepte pas sa pauvreté, et ainsi de suite. Est-ce que c'est de ça dont tu fais référence ici ou est-ce que c'est encore plus complexe? c'est un peu plus complexe parce il y a un rapport aux possibilités, il y a un rapport aux attentes, il y a un rapport aux projections et dans le sens inverse aussi. Pour moi, désirer ce qu'on fuit, c'est pas un truc que je pense personnellement, dans le sens où une personne qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative, elle va essayer de fuir sa maladie, mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle la désire pour autant, bien au contraire, sachant que demain sera toujours pire qu'hier, surtout dans ce genre de maladie. Donc, ça fonctionne dans peut-être un certain type de comportement, mais ça fonctionne pas dans tous les comportements. Une personne qui est atteinte de maladie auto-immune bah, va peut-être essayer de fuir sa maladie, et ça peut être compréhensible. Dans tous les cas, elle n'a pas le choix que de l'accepter, mais même si elle la fuit, elle sera là, tu vois. C'est-à-dire qu'elle la désire pas pour autant. C'est pas parce que je vais, admettons, j'ai eu un passage de ma vie où j'étais très claustrophobe, ben, je désirais pas être enfermé dans un ascenseur. Pourtant, je voulais clairement le fuir, mais je désirais absolument pas. Donc, je pense qu'il y a ce concept peut fonctionner, mais dans différents types de situations. Je pense pas qu'on puisse adapter dans toutes les situations. Moi, pour le coup, c'est vraiment un travail de. euh, il y a des études en neurosciences qui montrent justement que notre cerveau produit le même chemin lorsqu'il se rappelle d'une chose que lorsqu'il imagine une chose. C'est-à-dire que, psychologiquement parlant, lorsqu'on se remémore d'une situation, on va partir du globe préfrontal pour aller au système limbique, l'hippocampe, qui va aller chercher l'information dans la mémoire, long, court terme, et qui va ensuite la renvoyer à notre, entre guillemets, on va dire, pour imager que ce soit le plus simple, notre conscience, notre capacité de raisonner, et justement savoir ben, ce à quoi on se remémore. Et ben, lorsqu'on imagine le futur, c'est exactement le même chemin qui se produit. C'est-à-dire qu'on va puiser dans la mémoire et à travers la mémoire, on va faire une construction. Ce qui veut dire que lorsqu'on imagine différentes situations qui peuvent être potentiellement, qui peuvent potentiellement arriver, et ben en fait, ce n'est qu'une construction de notre mémoire. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça voudrait dire que les situations qu'on va vivre dans notre vie ne correspondront jamais à nos désirs parce que nos désirs ne sont en fait que le reflet de notre mémoire en quelque sorte. Ce qui fait que lorsqu'on se confronte au monde et que le monde nous déçoit, eh ben, c'est en partie du simple fait qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a pas déjà vécu. Et donc, ça ramène sur différents types de possibilités. C'est qu'on va fuir ce qui est ben, parce qu'il n'est pas ce qu'on aimerait qu'il soit. C'est-à-dire que lorsque j'ai une chose qui arrive dans ma vie, je lui reproche d'être ce qu'il est parce qu'elle n'est pas autre chose. Je dis, moi, j'aimerais bien que tu sois comme mes désirs, mais vu que tu n'es pas comme mes désirs, ben, je te reproche de l'être. Je te reproche de ne pas être ce que j'aimerais que tu sois. Et donc, bon, là, je Dans les parle pour couples. ça. Ça peut être, voilà, ça peut être dans les couples, mais ça peut être même dans les situations de la vie de tous les jours. Puis après, lorsqu'il est là, ben, au final, il n'est que la négation de tout ce que je m'étais imaginé. Donc en fait, il est ce qu'il est, mais il n'est surtout pas ce qu'il aurait pu être. Et donc là, il y a encore des comportements de fuite. C'est-à-dire que on accepte, par exemple, si on reprend l'exemple du couple, il y a une histoire de Bobo Roche, ce jeune homme charmant, très gentil, très sympa, qui a une femme qui habite dans le même immeuble que lui. Lui s'en va au travail et en fait, son concierge lui dit tous les jours qu'il y a des hommes qui vont chez lui, enfin chez l'appartement de sa femme et qu'en fait, sa femme le trompe, quoi. Et donc lui, il se dit, bon, ben, je te crois pas, c'est impossible. Il dit, ben, écoute, viens un jour un peu plus tôt. Bon, ben, un jour, il vient un peu plus tôt du travail, il toque chez elle, et il se rend compte que, ben, au final, oui, sa femme est infidèle. Il ouvre le placard et il voit l'homme dans le placard. Bon.
Et lorsqu'il voit l'homme dans le placard, sa femme lui dit, bon ben voilà, j'en ai marre, je m'ennuie avec toi, donc voilà, c'est fini, arrêtons tout là, voilà. Et là, lui, il a un comportement qui est incroyable. Parce qu'il dit, non, mais attends, mais pas de problème. Mais t'inquiète pas, mon cœur, moi je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais non, je sais que c'est un ami, je sais que tu m'as pas trompé avec lui, c'est juste un ami, il n'y a pas de problème, je comprends. Non, non, non. Et en fait, son comportement, c'est qu'il a la situation sous les yeux. Et vu que cette situation est tellement indésirable, et va tellement à l'opposé de ce qu'il aimerait que les choses soient, qu'il préfère se réconforter dans une illusion, que moi j'appelle le second, dans une illusion, que de voir la vérité telle qu'elle est et en tout cas de voir le réel tel qu'il est. Et c'est ça toute la complexité de l'esprit humain, c'est notre capacité à fuir ce réel-là, à aussi imaginer des choses qui n'ont jamais été. Et surtout, c'est après que le réel se soit produit, se remémorer que la chose aurait dû être autre chose. C'est ce qu'on appelle la culpabilité ou le regret. C'est que vu que le réel est arrivé, qu'il était uniquement ce qu'il était, on ne peut pas vraiment en dire grand-chose, que lorsqu'il s'est passé, et lorsqu'on revient en arrière pour se remémorer ce qui s'était passé, eh ben, soit on va modifier nos souvenirs. On le sait aujourd'hui avec d'autres études en neurosciences qui montrent que les souvenirs sont malléables. On peut modifier les histoires de nos souvenirs. Quand même, on C'est peut un peu regarder ce des, que, je me permets, c'est un peu ce qu'utilise la PNL quelque part, non? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, il y a des nouvelles thérapies aujourd'hui. J'ai un ami à moi qui est philosophe qui s'appelle Charles Pépin qui en parle très bien. Il a fait un livre dessus qui s'appelle Vivre avec son passé. C'est une nouvelle thérapie qui explique qu'on peut transformer des souvenirs en y rajoutant à l'intérieur, notamment pour les souvenirs un peu traumatiques, les souvenirs compliqués, en y rajoutant des personnes sécures. Sécures, donc à travers, euh, c'est pas de l'hypnose, mais presque, mais on peut revenir en arrière, faire des formes de régression pour pouvoir modifier le souvenir qu'on avait des choses. Mhm. Et donc, on sait qu'à certains moments, ben, notre regret est amené à être un regret basé sur une illusion, parce que c'est une histoire qu'on se change. Par exemple, on est tous en repas de famille, et on dit, ah, tu te rappelles de ce repas de famille, là, c'était trop bien, on a fait ça. Et l'autre dit, mais oui, on a fait ça aussi, nanana. Et au final, tu n'y as jamais été. J'y étais même pas dans ce repas de famille. Et je sais tout, mais au final, j'y étais même pas. Et donc, c'est que on se remémore des choses que des fois, on n'a pas vécu, qu'on pense avoir vécu profondément, et que c'est notre confrontation aux autres qui nous permet de pouvoir voir les choses différemment. Et moi, c'est plutôt tout ce comportement-là dans notre relation par rapport au monde qui me passionne, même par rapport aux croyances qu'on entretient. Euh, voilà, c'est vraiment ce comportement-là qui me plaît beaucoup. En fait, c'est aller, c'est pas démystifier le bon terme, mais lever le voile de l'illusion dans lequel on peut aller, c'est ça? Complètement. C'est dénoncer, disons, tous les moyens, les subterfuges qu'on met en place pour fuir le monde tel qu'il est et pour le remplacer par autre chose. Et comment sortir de la fuite quelque part, comment créer une sécurité intérieure en tout temps, en tout instant, qui ne dépende que de soi et pas de l'extérieur, parce que très souvent c'est s'il arrive ça, je vais pouvoir me sentir sécure, si j'ai plus d'argent, je vais me sentir plus libre. Enfin, on va y mettre des conditionnements extérieurs alors que finalement tout part de soi. Oui, tout part de soi et des autres aussi, de notre relation avec les autres. C'est-à-dire que si je suis pas confronté à d'autres personnes, je ne peux pas me poser des questions que je me pose aujourd'hui. C'est parce que je suis confronté au monde que je vais me poser, par exemple, la question de la dépendance affective. C'est une question qui va rentrer en notre conscience parce que notre rapport au monde va nous faire nous la poser. Sans ce rapport-là, on vivrait comme des animaux, c'est-à-dire, et encore que les animaux vivent aussi en tribu, donc on vivrait, disons, seul sur une île, juste en pensant à manger, à boire, à avoir des relations sexuelles. Enfin, voilà, un truc très simple, quoi. Alors seul Juste sur de la une île, survie, avoir quoi. des relations sexuelles, ça doit être Non, mais compliqué. on peut avoir des relations sexuelles avec soi-même. Je parlais notamment de, voilà, de désir, on va dire. Pardon, c'est pas le bon terme. Mais plutôt de désir, désir sexuel. Mais c'est vraiment des aspects qui sont plutôt primitifs. Donc, je pense que notre rapport aux autres est indispensable. Maintenant, moi, je suis un partisan de la joie malgré le monde. Je suis plutôt dans cette optique-là. C'est-à-dire que c'est justement parce que tout va mal qu'on peut être joyeux. C'est justement parce que tout va mal que cette joie a le mérite d'être ici. C'est une joie malgré les choses. Et je pense qu'une joie malgré le monde est plus forte qu'une joie euh, qui est en cause de quelque chose. C'est-à-dire que je suis heureux parce qu'il s'est passé ça ou parce qu'il y a ça. Et une joie qui n'a pas de cause, qui est juste consciente d'elle-même, est une joie qui sera beaucoup plus pure, on va dire, et beaucoup plus longue, intense, et c'est une prise de conscience aussi du fait que parfois le monde ne correspond pas à nos désirs
puisqu'il ne correspond pas à nos désirs, c'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de se démoraliser ou de rentrer dans un pessimisme. Au contraire, il faut être joyeux parce que, rassurez-vous, tout va mal, quoi. Grosso modo, c'est ça, hein, un peu l'idée. Donc, je suis plutôt dans cette optique de se dire, je mets pas de conditions aux choses, mais plutôt parce que les choses ne sont pas toujours comme on aimerait qu'elles soient, que justement, il y a une forme de joie à trouver là-dedans. Ok, donc là, il faut vraiment aller loin. Est-ce que c'est une C'est le forme thème de mon prochain bouquin, c'est pour ça que Ok, ça fait plus on d'un an parle et de demi que je travaille dessus et vraiment, pour ceux qui sont intrigués par ça, ce sera vraiment le thème de mon prochain bouquin, c'est comment trouver la joie dans un monde qui n'en a rien à faire de nos désirs, quoi. ça. Est-ce que c'est pas finalement une forme de lâcher prise? Ça dépend sur quelle prise. Ça dépend quelle prise. Est-ce Vouloir que le monde c'est... qui soit, vouloir que le monde soit qu'il. Oula, je vais pas réussir à faire cette phrase. Vouloir que le monde soit comme on désirait qu'il le soit. Mais en même temps, c'est nécessaire. On n'a pas le choix de le faire. C'est là toute la complexité. Mm. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des projections sur les choses parce que c'est comme ça qu'on va peut-être prendre des choix, faire des décisions. Donc c'est normal d'avoir des désirs, que des choses se passent d'une certaine manière. Mais c'est juste comment je fais lorsque je suis confronté au fait que ça ne se produit pas comme j'aimerais qu'il soit. Et que même lorsqu'il se produit, mon désir se produit, il sera toujours différent de ce que je m'étais imaginé. Bergson il utilise très bien dans un essai qui s'appelle Le possible et le réel, où il nous dit je pouvais imaginer une réunion où j'allais aller dans une réunion, voir les mêmes personnes qui écrivaient les mêmes choses, qui vont parler des mêmes sujets. Lorsque j'arrive à cette réunion, je retrouve les mêmes personnes qui parlent exactement des mêmes choses, des mêmes sujets, mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas ce que je m'étais imaginé. C'est encore une pièce différente, c'est encore un tableau différent. Et ça sera toujours comme ça, sera toujours, c'est-à-dire que lorsqu'il n'arrive pas comme j'aimerais qu'il arrive, ben, je suis déçu. Et lorsqu'il arrive, enfin, je suis déçu et étonné, parce que des fois je peux être étonné, hein, je suis pas forcément toujours déçu, je peux être au contraire me réjouir. Et lorsqu'il arrive comme j'aimerais qu'il soit, bah, je suis d'autant plus étonné. Parce qu'en fait, il est arrivé comme j'aimerais qu'il soit, mais qu'il est quand même encore un peu différent. Donc, dans les deux sens, il y a de l'étonnement, et dans les deux sens, il peut y avoir une forme de fuite. Et c'est notre comportement par rapport au monde, c'est comment je fais dans un monde tragique où je suis amené à vivre en ayant pour seule certitude la mort. C'est la seule certitude qu'on a lorsqu'on arrive et qu'on vient au monde, on sait qu'on va mourir un jour. Comment je fais pour être joyeux dans un monde qui n'en a que faire un peu de nos désirs, quoi? Dans un monde qui est tragique, comment je fais pour être joyeux là-dedans? Et ben, c'est toute la question de ce livre à travers notre comportement. Mm. Et comment tu gères la notion, dans l'entrepreneuriat notamment, on est souvent à se soumettre des objectifs qui soient financiers, de visibilité, de vente, enfin peu importe. Et comment, au travers de ces connaissances-là, tu gères la notion des objectifs et des projections que l'on fait dans le futur qu'on aimerait avoir, qui finalement vont peut-être pas se réaliser comme on voudrait qu'elles soient. Comment toi, par exemple, pour ton quotidien, avec les connaissances que tu as, tu arrives à gérer cela? Bah, moi, j'ai des objectifs aussi, personnellement. Je me fixe des objectifs. Je pense que c'est une chose qui est vraiment nécessaire. Ça nous permet aussi de nous driver, de savoir où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Mais il faut aussi être conscient qu'il ne faut pas que l'objectif, l'idéal, que tout parte de l'idéal. Tout ne doit pas partir de l'idéal. C'est-à-dire que l'idéal peut être le but à atteindre, mais il faut quand même revenir dans le monde dans lequel on est pour pouvoir y arriver. Et généralement, les idéalistes ont une idée, ils ne vivent qu'à travers leur idée et restent dans leur idée, donc leur objectif qui soit illusoire ou qui soit possible, qui reste pour le coup possible tant qu'il ne s'est pas réalisé. Euh, et du coup, ils restent dans cette illusoire-là, dans cette idée, dans cette grande idée, et vivent leur monde à travers cette idée. Et le problème, c'est que lorsque je vis à travers une idée et que je ne reviens pas dans ce qui est pour pouvoir soit modifier, soit changer, soit avoir une nouvelle représentation, soit essayer d'y arriver, et ben c'est là qu'il y a des grands problèmes en fait qui se passent et beaucoup de déceptions. Par exemple, si je suis conditionné toute ma vie à vouloir être joueur de foot professionnel, toute ma vie je suis conditionné à ça, je vis ma vie entière pour ça, je nie tout, je me focalise que là-dessus, et puis un jour j'ai un accident de voiture et je perds mes jambes. Et ma vie, je reviens dans le monde et je me dis non, en fait, le monde n'était pas du tout ce que je m'étais imaginé, quoi. C'est horrible. Et les gens se détruisent et se suicident par désespoir. C'est la cause principale, c'est plutôt le désespoir. Et donc, l'espoir est bien, mais il faut savoir le modérer, on va dire. Ouais, moi, je dis souvent que l'espoir, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, des choses comme Mm. ça. On met toujours l'espoir un peu sur un piédestal et pourtant, moi, je considère que dans l'espoir, il y a une grosse part de doute et de peur.
on espère que, mais d'un autre côté, on sait que je suis plus basée vraiment sur cette confiance cette fois quand on veut quelque chose, faire confiance au process, se faire confiance pour pouvoir aussi sentir à l'intérieur de soi ce qui est juste en termes d'action, en tout cas pour l'atteinte de ses objectifs. Et je sais pas si ça te parle, ou si je pars complètement n'importe comment. Non, non, pas du tout. Après, c'est quelque chose qui t'est sûrement très personnel et peut-être que toi, tu le vis comme ça et que ça doit peut-être te driver aussi de le ressentir comme ça. Il y a peut-être d'autres personnes. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de douter, par exemple. Je préfère Mhm. être un peu désespéré dans le premier sens du terme, c'est-à-dire ne pas trop avoir d'espoir sur les choses, pas désespéré dans le sens tragique du terme, un peu en mode je vais rentrer en état dépressif, pas du tout. Je préfère être quelqu'un d'assez lucide sur le monde, de me fixer des espoirs, mais des espoirs qui, lorsqu'ils n'arrivent pas, ce n'est pas très grave en fait. Ce n'est pas très grave qu'ils n'arrivent pas. Je suis en capacité de désirer ce que je n'ai pas, mais je travaille beaucoup aussi sur le fait de désirer ce que j'ai. Et Mhm. c'est pas accepter, c'est désirer ce que j'ai. Et ça, je pense que c'est une action qui est très difficile à faire, de continuer à désirer encore ce qu'on a. Et c'est là que se cache aussi énormément de joie, parce que c'est pas un désir qui provient du manque ou d'une absence, mais c'est un désir qui provient déjà de quelque chose de complet. Mhm. Et ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'objectif. Ça veut dire qu'il faut savoir réguler entre les deux et savoir ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Mais par rapport au désespoir dont tu parles, est-ce que finalement, une des raisons de ce désespoir, c'est la quête identitaire qu'on met derrière l'objectif? C'est-à-dire ce que je vais être en accomplissant ce Bah, que j'accomplis. par exemple, tu donnais l'exemple de ce footballeur, enfin, qui est conditionné à devenir footballeur et puis qui a cet accident. Donc, qui est-il maintenant qu'il n'est plus footballeur? Bah, il n'est pas moins footballeur. C'est juste un footballeur qui ne peut plus utiliser ses jambes, mais il n'est pas moins footballeur pour autant. Il y a d'autres Mais il ne l'est subterfuges. plus dans son concept. Lui, dans ce qu'il traverse et ce qu'il vit, il n'est plus rien, entre guillemets, puisqu'il a dédié sa vie à ça. Exactement. Parce qu'en fait, notre vie entière s'est conformée à un idéal. Et c'est ce grand problème d'un surplus d'espoir et d'une adaptation à un idéal qui peut être certes possible, mais aussi peut-être aussi très illusoire. Illusoire dans le sens où il n'est pas encore présent, qui détruit énormément les gens. On connaît tous quelqu'un qui a voué sa vie entière à quelque chose, qui n'a pas réussi cette chose-là, et qui a passé sa vie à se détruire à la suite du fait qu'il n'a pas réussi, ou qui remémore, ou qui revient, qui a énormément de regrets, de culpabilité ou autre, du fait de n'avoir pas réussi tellement il a vécu dans un idéal. Et moi, c'est le cas de mon père, par exemple, je le vois beaucoup avec mon père qui est beaucoup comme ça, dans certaines situations. Et je pense que l'espoir est bon, mais il faut un espoir qui soit lucide, il faut un espoir il faut du doute, il faut analyser, il faut essayer de remettre en question, il faut mettre les choses en place pour pouvoir y arriver. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'on peut arriver à nos objectifs, mais il ne faut pas que cet objectif soit l'antre de tout mon comportement au quotidien. Mm. Si je veux changer le monde, par exemple, regarde, si je prends l'exemple des plus grands régimes totalitaires en politique, on voit bien que ce sont des gens qui avaient des idées, qui ne vivaient qu'à travers leurs idées et qui ne s'en foutaient de savoir l'impact que l'idée pouvait avoir sur les autres ou autre. Ce qui comptait, c'était leur idée. Je pense à Hitler et j'en pense à bien d'autres qui ont eu des régimes très durs, très inhumains, avec une idée qui pourtant, eux, guidait leur vie. Donc tous les objectifs ne sont pas forcément bons à atteindre, dans le sens où il peut être aussi le cauchemar d'un autre. Donc il faut aussi se poser des questions qui nous permettent de pouvoir revenir au monde. C'est ça que je veux dire. C'est que les espoirs sont bons quand ils partent du monde et quand on part de où est-ce qu'on est, c'est ce côté assez humble de se dire je sais où j'en suis, je sais où je suis, je sais où je veux aller, mais je me focalise pas uniquement sur ce que je veux aller. Il y a aussi tout ce que j'ai, et il y a aussi tout ce qu'il y a, et je vais y aller, je vais essayer de tout mettre en place pour pouvoir y aller, mais je ne vis pas qu'à travers ça. Mm. Tout à l'heure, tu parlais des croyances limitantes, donc au travers des objectifs, on peut être confronté à ces dites croyances. Et puis il y a aussi des croyances ressources qui finalement peuvent à un moment donné ne plus être véritablement des ressources au travers de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu définis que croyance ressource exactement? Ce qui va éventuellement nous driver, par exemple, le fait que quoi qu'il arrive, je vais y arriver, alors qu'au bout d'un moment, tu sais, tu arrives au bout de ta vie, comme tu disais tout à l'heure, et puis tu y es pas parvenu. Et cette croyance, elle t'a fait perdre du temps ou perdre de la qualité de ta vie. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais Alors, ça dépend si, quand je me focalise sur quelque chose, je ne crois pas forcément cette chose-là. Je pense que la croyance, elle est encore basée sur autre chose. Disons qu'il y a deux possibilités. Soit je vais avoir espoir et agir avec l'espoir,
soit je vais avoir espoir dans son premier sens du terme, c'est-à-dire attendre que cette chose-là arrive. Ça, c'est de l'espoir. Lorsque j'ai espoir en quelque chose, j'ai espoir que quelque chose change. Je ne vais pas faire en sorte qu'il change, j'ai juste espoir que quelque chose change. Ça, pour moi, c'est une gangrène. Ça, Ouais, c'est c'est être vraiment... attentiste. Voilà, c'est ça, exactement. Alors que l'espoir qui est forcément suivi d'une action qui elle-même provient de là où on part, là, c'est intéressant. Là, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est plus qu'un espoir et c'est plutôt ouais, voilà, un drive, comme tu dis. C'est plutôt un drive, c'est plutôt quelque chose qui nous passionne, qui nous affecte pas et qui nous met en mouvement vers quelque chose. Moi, j'aime appeler ça le désir. C'est le désir de réussir quelque chose, c'est le désir d'une chose qui me drive profondément et que même si elle ne se produit pas, j'aurais été très heureux d'avoir parcouru ce que j'ai parcouru. Un peu comme Euh, Thomas Edison. c'est ça, ou Sisyphe. Tu sais, quand on dit imaginer Sisyphe heureux, c'est se dire que ben, Sisyphe est voué tous les jours à faire la même chose, à monter une pierre du bas jusqu'en haut d'une montagne, et il faut l'imaginer heureux. C'est en fait le processus qui nous rend heureux, et que même lorsque la pierre arrive en haut, ben, des fois elle retombe de l'autre côté, et il est amené à refaire la même chose quotidiennement. Euh, et donc c'est ça. Sisyphe Ouais. peut très bien ouvrir un fitness park, par exemple, autour de sa pierre et en être très heureux. On dit souvent dans le développement personnel, du coup, qu'il vaut mieux éviter de regarder le sommet de la montagne, mais de profiter du chemin pour pouvoir y aller. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. On peut dire que c'est profiter du chemin. C'est ça, c'est apprécier ce que je fais, non pas dans son point final, mais plutôt dans ce que je peux mettre en place pour pouvoir y arriver. C'est surtout ça, je pense, qui est important. C'est plus que l'objectif, c'est tout ce que je dois mettre en place pour le faire. Si tout ce que je mets en place pour atteindre mon objectif, c'est des sacrifices quotidiens qui me provoquent énormément d'affect, souffrance, tristesse ou autre, ben, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il vaut mieux que ça en vale la joie plutôt que ça en vale la peine de faire une chose. Complètement. Cette notion de sacrifice, elle est intéressante parce que d'un point de vue extérieur, ça pourrait paraître pour des sacrifices, d'un point de vue intérieur, ça ne l'est pas forcément. Hmm. Et donc, du coup, à quel niveau on situe le sacrifice? Donc, il y a des personnes qui peuvent éventuellement sacrifier leur famille pour pouvoir atteindre leurs objectifs, mais ils ne le voient pas comme un sacrifice, en tout cas pas dans l'instant présent. Surtout à quel point il faut être égoïste pour pouvoir le faire et à quel point il faut être égocentré pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si je sacrifie une chose sous prétexte que cette chose ne me convient pas maintenant, c'est pas forcément un sacrifice, ça peut être un choix. Un sacrifice, c'est au détriment de quelque chose. C'est-à-dire que je suis contre l'acte que je vais produire. Je me sacrifie, donc je me détruis moi pour quelque chose. C'est un sacrifice pour une meilleure cause. Mais c'est un sacrifice qui nous peine, c'est un sacrifice qui nous fait du mal. C'est dur, ça nous touche profondément. Et lorsque cette chose-là, des fois on confond beaucoup sacrifice avec le simple fait de faire un choix et de choisir des choses différemment. C'est-à-dire que ben, mon entourage ne me convient plus, je le change. Ça peut certes être douloureux, mais c'est pas pour autant un sacrifice. Parce qu'en fait, je ne me suis pas sacrifié et je n'ai sacrifié personne, j'ai juste pris un choix qui ne me convenait plus. C'est-à-dire que il serait pire que je reste dans cette situation-là plutôt que je la change. Alors que le sacrifice, ça va vraiment être le fait de, il y a un équilibre entre je sais que ça va être mieux, mais par contre, je vais énormément en souffrir pour le faire. Je vais soit me sacrifier moi, soit sacrifier quelque chose que j'aime éperdument. Et ça, c'est pas la même chose. Et je pense qu'on fait bien moins de sacrifices qu'on ne peut l'imaginer, et bien plus de choix qu'on ne peut l'imaginer. Et parfois, on appelle des choix des sacrifices et vice-versa. Et, par exemple, je peux sacrifier la relation avec ma fille pour mon travail. C'est-à-dire que ma fille, je l'aime éperdument, mais je vais sacrifier ma relation avec elle, parce que sinon, je sais que mon travail, je ne peux pas y arriver. Ça, c'est un sacrifice. Je sacrifie ma relation avec ma fille. Et on voit que si la douleur, c'est pas la même douleur que lorsque je fais un choix, parce que j'en ai marre, en fait. Parce que ma fille, j'ai envie de rester avec elle. J'ai envie de continuer avec elle. Mais je peux pas. Mais tu vois, c'est pas possible. Et là, la notion de sacrifice rentre en jeu, c'est lorsqu'il y a une négation. C'est-à-dire que lorsque je peux pas faire autrement, et que l'acte même du sacrifice me fera énormément de mal, mais parce qu'il faut que je fasse un choix. Hmm, ok. Tout à l'heure, tu parlais, quand on parlait de profiter du chemin, Ouais. est-ce que tu as un pro instant présent? Comment? Est-ce que tu as un pro instant présent? Est-ce que c'est ce que tu dis aussi quelque part quand tu dis profiter du chemin ou en tout cas être heureux malgré tout ce qui se passe autour? Euh, non, je parle pas du tout de. Non, je suis pas dans l'instant présent du tout. Moi, je crois pas du tout à l'instant présent, pour être honnête. Je suis pas du tout un partisan de l'instant présent parce que il est nécessaire de penser à demain. Il est nécessaire aussi de penser à hier parce que c'est ce qui conditionne notre comportement. C'est-à-dire que se remémorer des choses, c'est ce qui fait notre identité.
se remémorer notre passé, c'est ce qui fait notre identité. On est la suite de choses qu'on a vécues et la suite d'interprétations qu'on a fait, mais aussi les souvenirs qu'on en a. C'est-à-dire qu'une personne amnésique, par exemple, ou une personne qui est atteinte d'Alzheimer, ne perd son identité. Parce qu'elle ne peut plus se remémorer ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a été ou autre, et elle ne peut plus se projeter parce que les deux sont connectés ensemble. C'est-à-dire que si je pense à demain, il faut que j'ai en relation avec ma mémoire. Et si je pense à hier, ben, il y a aussi une construction imaginaire. Ça marche dans les deux sens, parce qu'on peut modifier nos souvenirs. Et donc, être dans le moment présent, c'est nier notre passé et nier notre futur, en quelque sorte. C'est rester connecté à ce qui est maintenant, tout de suite maintenant, et penser à rien d'autre. Ouais, mais non, parce que le moment présent, quand est-ce que tu l'attrapes? J'aimerais bien voir quelqu'un qui peut attraper le moment présent. Il est insaisissable, le moment présent. Tu sais, Saint-Augustin, il nous dit, le temps, si vous ne me demandez pas ce que c'est, je peux vous l'expliquer. Si vous me le demandez, je ne peux pas. Et là, moi, sur ce coup-là, je suis plus bergsonien, parce que Bergson pense que le temps est une illusion, mais ce qui est intéressant, c'est la durée, c'est-à-dire notre comportement avec le temps. Euh, L'instant présent, lorsque on essaie de le prendre, il est déjà parti. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait une aiguille d'une montre et au lieu qu'elle s'arrête à chaque petit mouvement, c'était une aiguille en continu, qui ne s'arrête pas. Et nous, on voit le temps comme 12h51, 12h52, 12h53. Et donc, on pense que ce moment peut être figé. En l'occurrence, il ne peut pas l'être. Il est toujours passé. Et notre relation aux mots, chaque mot qu'on utilise l'un après l'autre, est déjà directement connecté à notre passé et à ce qu'on va dire. C'est-à-dire que la phrase, je la construis par rapport à ce que je veux dire et aussi, je me rappelle de ce que j'ai dit auparavant pour pouvoir être dans la bonne continuité. Donc, je ne peux pas l'attraper le moment présent. Il est insaisissable. Par contre, la durée, c'est notre comportement face au temps. C'est-à-dire comment ça se fait que certains moments me paraissent être une éternité alors que je m'ennuie profondément, et d'autres moments qui ont duré le même temps me paraissent très rapides parce que j'ai passé un moment exceptionnel avec des personnes que j'aime, avec un moment voilà, profond que j'ai profondément apprécié. Et donc, notre relation au temps, elle fluctue. Le temps reste le même, mais notre perception du temps change en fonction de ce qu'on va vivre. Donc, si le moment présent, c'est rester dans le moment présent pour pouvoir se recentrer sur soi et tout ça, ben, je pense que c'est tout sauf se recentrer sur soi, parce que c'est tout ce qui ne caractérise pas notre identité. Il ne caractérise pas ce qu'on est. Si je suis dans le moment présent, je ne pense à tout, mais encore faut-il que j'ai écouté le bruit qui a précédé le nouveau pour pouvoir en savoir quel son il a, quelle tonalité il a. Donc, ça serait une illusion de dire qu'on peut être complètement dans le moment présent. Par contre, si on le prend d'un côté plus spirituel, on va dire, de revenir à la nature, revenir à un état simple, de revenir à des moments, se recentrer sur soi ou autre, j'appellerais pas ça le moment présent, plutôt une phase d'introspection. Mais là, pour le coup, j'en suis assez d'accord si on prend cette optique-là. Mais si on parle vraiment d'un moment qui est présent et rester que dans le moment présent, c'est tout simplement pour moi impossible. Après, voilà, c'est une perception qui est très personnelle, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'allais dire du coup, pleine conscience plutôt. Ouais, pleine conscience, c'est vraiment un concept très spirituel pour le coup, la pleine conscience. Voilà, tout le monde a des définitions différentes de toute façon de la pleine conscience, Même du euh, mot peut- spiritualité, hein, je te rassure. même voilà, du mot spiritualité. Donc oui, oui, la pleine conscience, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, personnellement, je sais pas quelque chose que je pratique parce que j'en suis pas proche. Je l'ai été pendant longtemps, hein. Moi, j'étais quelqu'un de très spirituel pendant très longtemps. Pendant plus de 5 ans, j'ai vécu dans des tribus mayas. J'ai voyagé dans le monde entier à la découverte de toutes les cultures. Donc, je connais très bien le monde, on va dire, à travers les cultures et à travers les chamans et tout ça. J'en suis revenu. J'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'y crois pas du tout. Cependant, ça a été pour moi nécessaire et bon pour moi d'y croire à un moment donné. Je ne pratique pas du tout la pleine conscience aujourd'hui, mais je pense que ça peut être très bon. Il y a des études aujourd'hui qui le montrent très bien. La méditation fait beaucoup de bien aux gens, il faut le faire, notamment de pleine conscience. Et je pense que c'est une pratique qui peut être très positive pour beaucoup de gens. Du coup, à tes casquettes, est-ce que je peux rajouter anthropologue? Je sais pas, ce que tu veux. Ce que tu veux. Parce que je pense qu'il y a des gens qui rêveraient de faire ce que tu as fait et d'aller vivre dans des tribus, même si aujourd'hui elles rêvent de le faire et en même temps elles savent très bien que leur quotidien ne le permettrait pas entre Bien leur sûr. famille et autres. Mais elles doivent se dire, waouh, j'aurais kiffé faire ça dans mon jeune temps. Ouais, ben après, là, pour le coup, c'est des sacrifices parce que c'est vraiment quitter tout ce que tu as pour aller découvrir quelque chose d'autre. Donc, il y a quand même ce truc de se dire, je vais gagner moins d'argent, il va falloir que je me débrouille tout seul, je serai plus de famille, plus rien, je serai vraiment tout seul, quoi. Et donc, ça, pour le coup, c'est un acte qui est difficile, mais la plupart des gens que j'ai croisés qui l'ont fait, ils en sortent tous beaucoup plus heureux, en tout cas.
J'allais te Euh, demander, c'est- est-il vraiment nécessaire de se sacrifier pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre? non, je pense pas. Et heureusement, t'imagines? Je pense pas. Et heureusement qu'il faut pas toujours se sacrifier. Mais parfois, il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres. Ça, c'est sûr. Alors là, je vais venir te chercher sur un sujet très d'actualité et sur le féminisme quelque part, parce qu'on Ok. parle sur le sacrifice, et puis je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Carrément. Les femmes ont souvent l'impression de se sacrifier pour le foyer. Je vais te donner des exemples plus concrets. Par exemple, si elles ne font pas telle ou telle tâche, si elles ne s'occupent pas des enfants, ben, ça va pas se faire. Donc elles vont se sacrifier, sacrifier leur temps, sacrifier leurs ambitions, sacrifier leurs projets pour pouvoir apporter ce qui leur semble juste pour leurs enfants. Et l'homme dans tout ça, il n'a pas l'impression de, enfin, comment dire, il n'a pas cette impression-là en fait, il sent pas ce truc-là. Déjà, je pense que là, tu touches à un problème qui est culturel aussi. On sait qu'il y a quelques années de ça, la femme n'avait pas le droit au travail, qu'au fur et à mesure du temps, elle a pu travailler, qu'elle a pu avoir Ils étaient bien des contents pendant la salaires. guerre. Voilà, non mais voilà, c'est ça, non mais exactement. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, par exemple, qui aiment énormément s'occuper de leur foyer et qui n'ont pas forcément d'objectif. Et leur objectif, c'est d'avoir une famille, qui s'entend, enfin tout se passe bien. Puis après, tu as d'autres femmes qui sont indépendantes, qui n'ont pas forcément les mêmes désirs. Donc déjà, il y a un contexte culturel du simple fait que bah, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'agréable et pour d'autres, ça ne l'est pas. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas? Tout dépend de l'imposition qu'il y a derrière. Moi, je suis quelqu'un qui prône profondément l'égalité entre les hommes et les femmes, profondément. Par contre, si être féministe, c'est que les femmes soient égales aux hommes, je suis féministe. Ça, c'est clair. Si être féministe, c'est de vouloir être au-dessus ou de vouloir se battre pour des causes qui n'en valent pas la peine, je ne le suis pas. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a un contexte aussi de relation avec l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, il y a plein de choses que je fais, j'en ai marre de les faire, je suis une femme, il y a plein de choses que je fais, j'en ai marre de les faire, ça me saoule, je passe ma vie à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma famille, et mon mari ne fait rien, bah, il y a plutôt une discussion à avoir en tant qu'être humain, plutôt qu'entre distinction entre hommes et femmes, parce que là, c'est deux désirs qui sont en confrontation. Le désir de vouloir avoir une autre vie qui me plairait plus, et le désir aussi de faire en sorte que tout se passe bien. C'est très compliqué de faire face à ce double désir. C'est un peu comme une personne qui veut arrêter de fumer. Tu sais, elle sait très bien qu'il faut qu'elle arrête de fumer, mais elle est incapable de le faire parce qu'elle a le désir du fait que la cigarette lui fait du bien et l'autre que ça la détruit. Et donc, il y a un désir qui est plus fort que l'autre. Et je pense que c'est ça, il faut réussir à trouver un équilibre là-dedans. Et la discussion rentre en jeu, c'est là où la parole a ce pouvoir, hein. La discussion rentre en jeu. Mais évidemment, il y a un contexte qui est culturel et qui va mettre beaucoup de temps. Ça dépend des personnes avec qui on choisit de vivre. On a toujours la possibilité de pouvoir s'en sortir, sauf évidemment quand c'est des situations qui sont très extrêmes comme la violence conjugale, voilà, toutes ces situations qui sont très extrêmes où c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes de s'en sortir, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vivent ça. Donc là, oui, c'est sûr que c'est. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais C'est, mais je voilà. sais même plus en fait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, je suis quelqu'un qui est très actif. J'ai récemment fait un podcast sur le consentement, avant que le film Le Consentement sorte, d'ailleurs, à la suite du livre de Triste Tigre de Neige Sino, pour parler du consentement et des erreurs qu'il y a autour de ce sujet, euh, que parfois rien dire n'est pas forcément consentir. Et notamment dans notre rapport aux femmes, par rapport au fait que l'homme peut être violent, mal comprendre, mal se comprendre entre les hommes et les femmes, qui fait que certaines fois, une femme peut dire oui, et puis pendant l'acte, ou quand l'acte va commencer, qu'il y a un rapprochement, ça va être un non. Mais ce non sera tellement pas expliqué ou tellement mal compris que du coup, il va y avoir un abus là où il n'aurait pas dû en avoir un, et parce qu'il y a eu un consentement là où il n'aurait pas dû y en avoir un, et que du coup, on est dans une suite de situations très complexes, sans forcément qu'il y ait un désir de violence, hein, de l'homme ou quoi que ce soit, mais parfois, c'est des situations où il n'y a pas forcément de désir de domination qui fait qu'on a subi une situation avec la mauvaise personne sans que la personne soit forcément mauvaise et qu'on en a énormément souffert. Et parfois, c'est plus difficile, mais il y a des relations d'inceste, de viol ou autre, où là, c'est encore un autre sujet qui est bien plus complexe. Ouais, puis après, tu parlais des conditionnements qu'on peut avoir. Moi, j'ai envie de dire dès l'enfance, finalement, où on nous apprend très vite, en tout cas en tant que petite fille, parce que bah, là, c'est vraiment mon parcours, j'ai pas été un petit garçon, où on nous apprend beaucoup le pour faire plaisir.
Et cette phrase, je trouve qu'elle est très culpabilisante parce que si je le fais pas, ça veut dire que je te fais pas plaisir et que potentiellement je suis une mauvaise fille, petite fille, peu importe où ça se situe. Et c'est quelque chose en fait que les femmes perpétuent énormément où elles vont dire oui pour faire plaisir alors qu'à l'intérieur c'est non. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a vraiment, c'est ce que je disais, il y a vraiment un contexte culturel qui fait de notre éducation, de notre conditionnement, de l'endroit. Parce qu'en Afrique, ce ne sera pas la même chose qu'en Asie, qui ne sera pas la même chose qu'en Finlande. Voilà, ça va être différent partout. Donc il y a vraiment un contexte politique, culturel, qui fait que justement, bah, la femme est éduquée d'une manière différente, complètement, et l'homme aussi, hein, en quelque sorte. Hein. C'est pas du tout les mêmes comportements en fonction de tous les pays où on va dans le monde. Par exemple, si tu vas au Mexique, c'est les femmes qui choisissent l'homme. Tu vois? C'est les femmes qui, c'est plutôt la femme qui va vers l'homme, c'est les femmes qui choisissent l'homme. C'est plutôt elles qui ont le pouvoir, on va dire, plutôt que l'inverse. Plutôt, où on va dire l'homme va d'abord aller vers la femme, faire le premier pas, ensuite la séduire, tout ça. Tu vois, c'est pas le même côté. Là, c'est vraiment les hommes, ils arrivent, ils se présentent et c'est la femme qui choisit. Donc vraiment, chaque pays a sa propre culture. Sur le fait de faire trop plaisir, faire plaisir, c'est un gros problème évidemment parce que en fait, c'est un problème et c'en est pas un. C'est un problème dans le sens où la femme peut être conditionnée à tout le temps devoir faire plaisir. Et là, c'est un problème. Et il y a le problème, il y a un deuxième problème qui n'en est pas un, du coup, un aspect, on va dire, plus humaniste, de se dire, il faut faire plaisir aux autres et ne pas agir pour le mal des autres. Pour dire, je vais faire une chose, peu importe ce que l'autre pense, on s'en fiche. Moi, je vais faire une chose et ce qui compte, c'est ce que moi, le plaisir que moi je vais ressentir. Non. Ah, non, non, non. Là, c'est pas pareil. Donc, c'est tellement complexe parce que c'est des années. Je pense qu'avec les générations qui vont venir, ça va être de plus en plus. Je vois que les femmes prennent beaucoup plus le dessus, se battent pour leur cause, vraiment essayent d'aller dans une autre direction. Quand même, il y a des causes qui sont peut-être un peu perdues, mais, euh, mais je pense que ça peut évoluer dans la bonne direction. En tout cas, c'est la dynamique que je peux percevoir. Oui, bon, on se le souhaite aussi parce que, donc, comme je disais tout à l'heure par rapport au terme de féministe, même moi je me dirais pas féministe, je pense que je suis profondément humaniste. Je préfère l'idée d'aimer l'humain et que chacun Complètement. est au même niveau. Et je pourrais même aller jusque plus loin parce que je considère qu'on est dans un écosystème, donc nature, quelle que soit la forme animale, végétale, minérale, peu importe. On est tous plus ou moins en symbiose les uns les autres et qu'on grandit tous ensemble, donc on a tous le même poids quelque part dans notre quotidien. Tu sais, c'est le grand concept identitaire de penser que notre identité se fige à quelque chose alors qu'elle est en constant changement. La vieillesse, on la perçoit pas, pourtant on l'a, hein. On vieillit tous les Alors moi jours, j'ai hein. encore 20 ans dans ma tête. Voilà, c'est ça. Non, Non, je mais dis ça parce carrément. que j'ai travaillé dans un lycée et j'avais 28 ans, 27, 28 ans, je sais plus exactement. En fait, moi j'avais 18 ans en vrai. Dans ma tête, j'étais avec eux, j'ai le même âge que. Ah, À un ouais, moment mais donné, je carrément. ah bah non. Ah non, en fait non. Je suis un peu plus vieille. Mais surtout que l'environnement dans lequel on est joue aussi sur notre identité. C'est-à-dire que si on traîne qu'avec des jeunes, moi par exemple, tous mes amis, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont entre 40 et 60 ans. Même pour certains, c'est vraiment 70, 80 ans. Et c'est des gens avec qui je passe beaucoup de temps et j'apprécie énormément, ce qui fait que ben, j'ai pas les mêmes discussions qu'avec d'autres personnes. Je peux même, des fois, Solène, elle me dit, toi, t'es vraiment un vieux avant l'heure. Pas un vieux dans mon comportement, mais disons un vieux dans les réflexions que je peux avoir ou dans les pensées. Tout simplement parce que je sais que mon entourage, je traîne pas beaucoup avec des jeunes, je suis beaucoup plus avec des personnes âgées, donc forcément ça y joue. Donc je pense aussi que ça doit énormément y jouer sur notre rapport à notre identité. Tu sais. Je sais pas parce que je suis très souvent avec des personnes plus âgées que moi également. Mhm. Donc je sais vraiment pas, mais dans ma tête, en fait, j'ai encore 20 ans. Puis c'est pas, je m'en fiche de vieillir en vrai. J'ai des cheveux blancs, je cherche pas à les cacher ni quoi que ce soit. Je m'en fous. Mais je sais pas pourquoi quand on me demande mon âge, je suis obligée de compter et de calculer parce que j'ai 20 ans. Je me suis bloquée à cet âge-là. J'ai 20 Ouais, ans. mais carrément, t'as raison, tu peux te bloquer à cet âge-là. Faut juste que lorsque ça va arriver plus tard, ça fasse pas trop mal, quoi. Coup de vieux, tu sais, le coup de vieux. Une vraie quarantaine. Merde. Le coup de vieux, c'est vraiment quand on prend conscience qu'on n'est pas resté jeune, quoi. C'est vraiment le truc qui dit, oh merde, alors, putain, je suis bien plus vieux que je m'étais imaginé, j'ai 40 balais, C'est quand tu 45 ans. commences à avoir les articulations qui font mal. Tout ça. Ah non, je peux plus faire ça. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais non, mais après, voilà, là, j'ai vu récemment, notamment, l'écriture inclusive, ça a été refusé euh, c'est ça, hein, la loi qui n'a pas été passée, hein, l'écriture inclusive, ça a été refusé pour les femmes
moi, c'est vraiment, par exemple, une cause que je trouve un peu inutile. Évidemment, c'est un langage qui est patriarcal, que oui, on apprend aux enfants petits, le masculin l'emporte sur le féminin, tout ça, mais imaginez-vous déjà la complexité de la langue française, la beauté aussi de la langue française, non pas parce qu'elle n'est pas féminine, mais parce qu'elle est la langue française. Euh, si on devait apprendre aux enfants aujourd'hui ou demain une langue qui est et féminine et masculine et, enfin, je ne sais pas si on peut se rendre compte de la complexité de la langue française. Moi, je vois les étrangers qui apprennent le français, ils mettent un temps dingue, un temps fou. Alors, si en plus on rajoute aux enfants le fait de devoir faire de l'écriture, alors là, on va perdre tout le monde. On va perdre Ouais, tout le monde. Et puis, puis la parole, c'est ce qui nous met tous sur le même piédestal. Je veux dire, c'est que lorsqu'on parle, on peut parler sans la parole, on peut parler avec la parole, mais lorsqu'on parle, c'est ce qui nous permet de nous comprendre. Donc, si on modifie ce qui nous permet de nous comprendre, on va encore moins se comprendre, je pense. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait que la règle de dire que le masculin l'emporte sur le féminin, ça peut créer des injonctions, de se dire, voilà, donc ça veut dire que les hommes ont dessus sur les femmes. Ça, c'est ce que les enfants peuvent penser dans leur éducation. Ça, j'en suis d'accord. Mais de là à modifier une langue entière, après, on est vachement réticent au changement aussi en France. enfin, on Ça peut... modifie quand même déjà pas mal la langue française pour la simplifier, puis je trouve ça C'est dommage parce ça, que on casse l'étymologie des mots et l'origine même des mots. c'est Euh, ça. moi, je sais que je suis une amoureuse des mots, j'ai fait du latin, j'ai fait un bac S pourtant, mais j'ai été jusqu'à l'option latin jusqu'au bac S. Je suis tombée sur le texte de Carpe Diem, hein, comme quoi on se refait pas à traduire. Et du coup, je trouve que c'est tellement puissant de connaître l'étymologie des mots, d'où ça vient, de voir que par exemple juste le mot Dieu qui vient du latin et qu'on a transformé en Dieu, c'est à la base ça veut juste dire jour ou lumière. Enfin, on va traduire comme on a envie, mais c'est dommage de casser quelque chose comme ça parce que ça permet vraiment de comprendre l'histoire qui se cache derrière. C'est ça, pour moi, c'est déplacer la poussière de place. Ça changera pas le problème de l'infériorité féminine. Je pense qu'il faut se battre pour l'égalité et ne pas se mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'en vaut clairement pas la peine. Il vaut mieux se battre déjà pour que les femmes aient les mêmes salaires que les hommes dans tous les endroits et toutes les situations. Il vaut mieux se battre pour que les femmes soient plus protégées par rapport aux compulsions des hommes lorsqu'il y a des viols, lorsqu'il y a des agressions ou autre. Je pense que c'est bien plus important de se battre pour ça que de se battre pour savoir si on peut dire il est bon ou il est bonne, quoi. Oui, ouais, non, c'est Voilà, c'est ridicule. ça, c'est qu'il y a des moments, il y a des combats qui sont plus importants que d'autres, en tout cas, dans Et, l'instant ouais, présent. moi je trouve que c'est tout le problème du politiquement correct dans lequel on baigne aujourd'hui, puis on va bientôt terminer parce qu'on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Mais le politiquement correct aujourd'hui qui dit, on va pas dire une personne malvoyante, mais qui a un déficit visuel. Enfin, on va utiliser tout plein de contournements pour dire que la personne elle est de telle manière, parce que quelque part il y a une interprétation de ce qu'on pourrait penser ou de ce qui peut être dit, alors que on peut dire d'une personne qu'elle est noire. Je vais utiliser vraiment ce truc-là parce que c'est le racisme, c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup en ce moment, notamment avec la population juive. Et Ah oui. donc ouais, non, en ce moment c'est quand même pompé là. Ah Mais ouais. si je dis que la personne elle est noire, je suis pas en train de d'être raciste en fait. Je suis juste en train de mettre un constat sur le fait que moi je suis une personne blanche et puis il y a aucun problème derrière. Elle est noire et je vais pas mettre en fait moi je n'y mets pas de sens derrière. Par contre celui qui est en train de juger ce que je suis en train de dire, en train de mettre un sens derrière et puis il faudrait peut-être se poser la bonne question. Pourquoi elle est en Mais train de faire ça de cette façon-là? ça c'est un peu comme, aussi un peu comme le contexte culturel des femmes. C'est-à-dire, on va dire, oh, toi, bon, c'est la femme qui fait à manger ce soir. Et là, de suite, toi, tu vas grave le mal le prendre. Parce qu'en fait, toute ta vie, tu as été conditionné par ce contexte culturel qui dit que la femme est à la maison, doit faire à manger, nanani. Alors que lui, il a juste dit en fait que tu faisais à manger. C'était juste une constatation. Et ben, les Noirs, les Africains ou peu importe, ils ont aussi ce problème-là. C'est-à-dire que eux, ils ont toujours été dénigrés par rapport à leur couleur de peau. Hum. Et donc, lorsqu'on dit qu'une femme cuisine, ça va être tout aussi péjoratif que lorsqu'on disait qu'un noir est noir. Parce qu'en fait, on l'accuse d'être ce qu'il est, parce que toute sa vie, dans toute sa culture, il a été accusé de ça. Et donc, moi, c'est un truc que je peux comprendre, que on ne définit pas une personne par rapport à sa couleur de peau, ou c'est pas ce que tu fais, hein, mais en affirmant qu'il est ce qu'il est, en disant, bah voilà, non, mais il est noir, ou il est black, ou peu importe ce qu'on dit. Mais je peux comprendre que ça puisse blesser. Maintenant, ça dépend la manière de le dire, le contexte, On ça va dire dépend la la rousse, situation. tu vois, on va dire Voilà, la rousse, on va dire la frisée.
On va C'est utiliser l'identification, caractéristiques physiques. Et dans le langage bien des sûr. signes français, quand on va prendre un prénom, par exemple, on va prendre la première lettre et prendre une caractéristique de la personne, qu'elle soit physique ou de l'ordre du caractère, pour pouvoir la décrire. Donc, par exemple, si tu prends moi, c'est Mathilde, ça va faire, on verra pas dans le podcast, mais ça va faire quelque chose comme ça pour dire que j'ai les cheveux frisés. Bien Tu sûr. vois, et c'est pas péjoratif. Donc, il y a aussi la surinterprétation de ce qui peut être dit et fait qui est C'est vraiment sûr, mais problématique. il y a des fois, dans certains contextes, c'est plus compliqué que dans Oui, d'autres, et c'est tout le problème de la parole, c'est tout le problème de il notre rapport au mot. C'est un faut mot mettre des peut tout et emojis. rien dire, quoi. Voilà, c'est ça, un mot peut tout et rien dire, et des fois, en utilisant un mot qui n'a pas du tout été dit d'une intention péjorative, peut l'être perçu parce que le contexte n'était pas le bon, la personne n'était pas la bonne, et donc c'est pour ça que nos rapports aux autres sont si compliqués. On le voit bien, on regarde entre les gauchos et les droitards. Ce n'est qu'une question de parole. Il y en a qui vont penser un truc et dire la même chose. Et ils disent des choses identiques dans plein de points, sauf que leur manière de le dire leur perçoit comme deux choses différentes. Mais il y a plein de points sur lesquels ils peuvent se retrouver. Pourtant, ils Mhm. sont complètement différents, mais ils sont jamais d'accord sur rien. Et donc, c'est vrai, c'est ça. Ils sont Donc, d'accord sur le fait qu'ils sont jamais d'accord sur rien, c'est déjà un bon début. c'est déjà un bon début, totalement. En tout cas, je vais arriver à la fin quand même parce que ça va faire un très très long. On est parti un peu partout, donc on est parti sur les objectifs, on est parti sur plein de sujets au travers de la thèse, hein, c'est bien ça que je dis, c'est le livre que tu es en train d'écrire Ouais, mon livre, ouais, sur mon prochain essai. Ouais. qui s'appellera. Qui s'appellera Au-delà des apparences, un essai sur ce qui n'intéresse personne. Ok. Et sur l'idée du coup d'être heureux malgré le contexte tout autour. En Ou fait, à cause du contexte plutôt tout autour. c'est ça, c'est comment dans un monde qui est tragique, dans un monde où la seule certitude qu'on a, c'est la mort, dans un monde qui en a que faire de nos désirs, on peut réussir à être joyeux. En fait, c'est une prise de conscience de ce qu'est le monde pour pouvoir réussir à être joyeux plutôt que de dire on vit dans le meilleur des mondes possibles, alors soyons joyeux, et puis lorsqu'il arrive, il nous fait bien plus mal qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc, c'est plutôt, voilà. C'est pas pessimiste, bien loin de là. Il y a une réconciliation. Tant mieux. On a besoin de réconciliation en ces temps. C'est vrai, exactement. En tout cas, merci Chris d'être présent. Si vous avez des questions par rapport à cet épisode de podcast, sentez-vous libre de me les poser ou pourquoi pas d'aller voir Chris directement sur son Instagram, sur Facebook, je crois, Ouais, YouTube. ouais, je suis partout. C'est partout. Je crois pas que tu aies de site internet, en tout cas, je l'ai pas trouvé. Non, j'ai pas. Je vais le faire cette année. Voilà, cette année, faut que je fasse un site internet. Voilà. L'année 2024, c'est l'année du site internet. Très bien, parfait. Et puis, voilà, sentez-vous libre de nous contacter si vous avez plus d'informations. Et à bientôt dans un nouvel épisode de podcast.